Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le Grand Talk. Le parc à bétail de l'abattoir de Port-Brought a été délocalisé hier, dimanche 2 juin 2024, sur l'ancienne casse, le site de l'ancienne casse d'Adjamé. Mais toutefois, l'opération ne s'est pas passée sans heurts. En effet, une quinzaine de blessés sont dénombrés, 2 véhicules 4x4 cambriolés et incendiés, 2 porte-chars incendiés, 2 pelles mécaniques incendiées et un bus de la Sotra saccagé. On débriefe maintenant dans le Grand Talk. On démarre maintenant. L'actualité sociopolitique passée au peigne fin, donc dans le Grand Talk. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir, Herman Aboua est avec nous. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Voilà. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir la belle Christelle, merci. On est là. Merci d'être avec nous. Assurément, nous aurons Élisée Bouloubo qui nous rejoindra tout à l'heure. Messieurs, je viens de faire donc l'état de ce qui s'est passé hier suite à la délocalisation du parc à bétail, donc, qui jouxte l'abattoir sur l'ancienne casse d'Adjamé. Il faut aussi préciser que les habitants du dit quartier, qui sont donc sur un site qui reste la propriété du district d'Abidjan, avaient déjà été déguerpis en 2018 après plusieurs séances d'information et de concertation. Herman Aboua, quel commentaire en faites-vous de cette actualité? Moi, je pense qu'il n'y a pas de timing idéal pour faire ce genre d'activité, de mener, tant que l'endroit, le site n'est pas approprié et que le pouvoir public décide de délocaliser. Moi, je pense que tous les acteurs devaient travailler dans ce sens-là. Vous savez que Port-Brought, c'est une commune vitrine. Voilà, on n'est pas trop loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui est le seul grand aéroportuaire de nos pays. Et quand il y a des scènes, surtout à le moment, dans 2 semaines, on va aller à la Tabaski, il y a tout ce qu'on voit, l'impact sur le trafic, on peut dire même aérien, tout cela. Je pense que c'est le moment. Maintenant, il y a d'autres questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que on a l'aéroport qui a été rénové quand même il y a 5 ans. Je crois que certains parlent de jusqu'à 18 milliards de francs CFA. Et le rond-point à Kouaba également qui est en plein travaux. Aujourd'hui, on constate, on déplace qu'on appelle là, le parc à bétail sur un autre site qui est dans une autre commune, qui n'est pas, on traverse quand même plusieurs autres communes pour arriver à cette commune-là. Comment est-ce que va se faire la rotation des bêtes? Parce que lorsque les bêtes vont arriver à Djamé, par exemple, il faut les déplacer encore, les transporter pour aller à l'abattoir qui est resté à Port-Brought. Je me demande bien comment est-ce que cette rotation-là peut se faire objectivement. Très bien. Daouda, quel est votre point de vue sur le sujet? Était-il pour vous opportun donc d'aller à cette opération-là? Et puis, quelles sont les conséquences pour les populations qui ont été déguerpies? Bon, je pense qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Allez-y. Dans un premier temps, le quartier abattoir met en lumière les défis complexes liés à l'urbanisation et surtout à l'urbanisation en Afrique. Des défis complexes. Des défis très complexes. Il est essentiel de trouver des solutions durables, inclusives, qui concilient en fait le développement urbain et la préservation des moyens de subsistance, le respect des droits des populations. En la matière, je pense, au dit du communiqué du district autonome d'Abidjan et des témoins, ne pas dire des acteurs de la filière bétail qui ont été contactés, ils reconnaissent que pour la grande majorité, avoir été prévenus et qu'ils devaient se délocaliser au niveau d'Adjamé, l'ancienne casse. Ouais. Donc, partant de ce postulat, moi j'estime que, puisqu'ils le savaient déjà, donc je ne sais pas où est le problème. Ils n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été surpris. C'est vrai que maintenant, après témoignage, on se rend compte qu'il y a une minorité de personnes qui aujourd'hui craignent pour des pertes de revenus. Il y a certains qui craignent que quand ils vont aller sur la nouvelle zone de recasement, ils ne vont pas avoir de bonnes places et autres. Il y a tous ces défis qui rentrent en ligne de compte. Mais pour ma part, moi je veux qu'on regarde les choses avec beaucoup de froideur. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à l'abattoir, faites-y un tour. Regardez comment la viande est traitée. Elle est traitée comment pour ceux qui n'y sont jamais allés? Mais c'est dans l'insalubrité totale. Les gigots de moutons ou de viande
sont parfois traînés à même le sol. Vous parlez de l'abattoir ou du parc à bétail? Vraiment, d'abord de l'abattoir. De l'abattoir, très bien. De l'abattoir, mais le parc à bétail. Tout à l'heure, Herman parlait de la fête des Tabaski. On a quelques images même. Comme on le sait, ça fait plus de 4 ans. Moi, je n'ai pas dit on me l'a dit, je l'ai vu. J'ai vu un commandant de bord avec son équipage en train de marcher pour aller rattraper l'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu des passagers, valises en main, bagages sur la tête, en train de se déplacer, descendre des véhicules pour ne pas rater leur avion. Il y avait des problèmes avec la présence Donc, de ce quand on regarde qu'au niveau du rond-point Aquaba, les gens sont en train de réparer cette voirie-là. Donc, déjà, ça crée un embouteillage sans même le bétail. Imaginez-vous un temps soit peu à 2 semaines de la fête des Tabaski, que des moutons et des bœufs viennent se retrouver encore sur la voie. Imaginez le calvaire qui va se faire. Justement, on a 2 semaines. Est-ce que c'était donc opportun de le faire à oui, 2 pour moi, semaines c'était opportun. C'était opportun de le faire. Et je pense bien que qui sommes-nous quand les acteurs même de la filière disent qu'on a été prévenus? Très bien. Qui sommes-nous pour juger de l'opportunité? Pendant que la grande majorité s'est déplacée pour aller sur le site de recasement. C'est la question qu'il faut poser. Voilà. Marius Komoroyi, lorsque vous regardez ces images de ce parc à bétail, comment est-ce que vous l'évaluez? Juste décision. Et ensuite, j'aimerais par extension qu'on puisse réagir. On commencera aussi avec vous des dégâts, des blessés, de ce porte-char qui a été donc incendié. Bref, comment est-ce que vous réagissez à cette violence-là? Allez-y, Marius Komoroyi. J'avoue que, comme nous avons l'habitude de le faire, Oui. nous ne passerons pas par 4 chemins pour exprimer notre ressenti. La situation qui a prévalu à l'abattoir de Port-Bouët ne devra surprendre personne. Pourquoi, Marius Komoroyi? Dans la mesure où, loin de parler donc d'un cadre de travail des acteurs du monde du bétail et de la filière viande et autres, cet espace, derrière l'abattoir, il y a tout un quartier qui vit là et dans des conditions les plus insalubres au monde. Le quartier abattoir. Ce quartier-là ne nécessitait pas du tout d'exister, Il faut, depuis des années, l'État n'a eu de cesse de sensibiliser les différentes populations. Le problème qu'on a, il n'y a pas de courage. Nos maires là sont vraiment... Je me demande si c'est des maires compétents. Mais les habitants avaient Parce que déjà quand été je lis le communiqué de la mairie de Port-Bouët, oui. mais je me demande si c'est responsable. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas responsable? Autant nous faisons souvent le procès de l'État à travers donc, certains départements ministériels qui n'agissent pas dans l'intérêt public, autant il faut que nos maires soient courageux. Il faut qu'ils comprennent que la vie de nos populations passe avant leurs intérêts politiques, avant leurs élections politiques. Parce que ce communiqué tend donc à se dédouaner. Pourtant, ils ont été toujours associés à la prise de décision dans le cadre donc de la sensibilisation des populations qui habitent sur ce site et qui ont été largement prévenus d'être déguerpis. Alors, quand même, c'est assez étrange, puisque le communiqué signé par le député maire, le directeur de cabinet du député maire de Port-Bouët dit ceci, et je le cite, « Le député maire regrette de ne pas avoir été informé au préalable du démarrage de l'actuelle opération de déguerpissement en cours dans le quartier abattoir de Port-Bouët, afin d'en prévenir les habitants, comme il en a toujours eu la provenance en pareille circonstance à Port-Bouët. » Comment est-ce que vous réagissez à cela, Marius? Je l'ai déjà dit, c'est une fuite en avant. C'est même irresponsable, et j'assume mes propos. C'est totalement irresponsable qu'un maire écrive ça, histoire de chercher à se dédouaner auprès donc, de ces populations. Le maire et sa municipalité sont régulièrement associés à la prise de décision relativement au cas de Port-Bouët. Depuis 2018, les uns et les autres sont prévenus. Ce quartier abrite des bandits de grands chemins. Dans ce quartier, on vend de la drogue. Je ne dis pas, on dit. J'ai dit. D'ailleurs, dans le cadre justement de la situation à Port-Bouët, nous avons pris à tâche avec les premiers responsables des bouviers, des chevignards et autres. Nous avons également échangé avec le directeur de l'abattoir, le tout nouveau directeur élu, nommé, pardon. Qu'est-ce qu'il en ressort? Mais il est clair que les populations ont été prévenues et nous-mêmes, en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, nous étions largement informés sur la situation. Et nous avons
Tout ce qu'on demandait à l'État, c'est de ne pas déguerpir des gens sans leur trouver des sites. En matière, c'est fait. À la matière, ce qu'on pense et ce que la plupart des Ivoiriens pensent, c'est que bon, les box des vendeurs de viande, ça a été détruit. Non. Aujourd'hui même, les vendeurs de viande ont été à leur travail. On parle du parc, c'est-à-dire le lieu où les animaux sont stockés. Pas de l'abattoir. Avant d'être abattus et être vendus. C'est le parc. Et surtout, le lieu même où on abat les animaux. Il parlait d'insalubrité. Allez-y voir, vous n'aurez pas l'envie de manger encore de la viande. Quand vous arrivez à l'abattoir de Port-Boué, je chute là-dessus, quand vous allez à l'abattoir de Port-Boué, ben vous voyez des individus dégoulinants de sueur qui transportent des gigots de viande sur les épaules, sur leur torse nu, pour les mettre... Non, c'est inacceptable. Bien, on ne peut pas continuer dans un pays qui se veut responsable, au moment où nous parlons de sécurité sanitaire des aliments, d'avoir encore des abattoirs d'une telle envergure. De réagir. Daouda, il a parlé d'insécurité. Est-ce que pour vous, c'est un problème de fond qu'il fallait traiter et qu'on arrive à résorber par cette opération de déguerpissement? En tout cas, une chose, il a parlé d'insécurité, mais dans ce quartier, ce n'est pas la première fois qu'on voit des coupures de presse qui parlent de fumoir dans ce quartier. Ce n'est pas la première fois où il y a des agressions dans cette zone-là. Mais même quand on regarde même la scène, regarde la violence avec laquelle les gens se sont... il y a eu des heures entre eux et les forces de police. Mais je me demande d'où ils tirent cette force-là. Mais j'aimerais revenir sur un fait qui est important, pour ma part, que Marius a soulevé. Oui, Daouda, j'aimerais que vous puissiez commenter cette image-là. Mais moi, quand je vois cette scène-là, j'ai envie d'utiliser un mot qui avait été utilisé quelque part, mais ça ressemble à une scène de guerre. Ça ressemble à une scène de guerre. Oui, c'est fort, mais ça ressemble à une scène de guerre. C'est un porte-char. Voilà, c'est un porte-char, mais qui coûte des centaines de millions. Oui. Aujourd'hui, les gens font preuve d'un incivisme notoire. Ils s'attaquent à des bus que tout le monde utilise. Mon point, c'est comment on arrive à incendier un porte-char. Avec quoi on arrive à le faire? Vraiment, ils ont dû utiliser de l'essence. Bon, sûrement des bidons d'essence, des cocktails Molotov. Mais le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le communiqué. De la mairie. Le communiqué de la mairie. De je ne dis pas que ce que le maire, député maire, M. Emou Sivel dit est faux, mais moi, j'aimerais attirer l'attention des autorités politiques en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons un véritable problème en Côte d'Ivoire. De quel? On a tendance à politiser tous les sujets. Malheureusement. Quand on regarde la question du parc à bétail de Port-Boué, quand on regarde la question de l'abattoir même dans sa globalité, mais c'est une question de société, c'est une question de santé publique, c'est une question d'hygiène publique. Donc tout le monde, on peut en parler sans pour autant mettre des, comment on appelle ça, des petits mots parasites politiques qui vont tirer l'affaire dans un autre sens. Pourquoi vous pensez que c'est... Mais regardez, lisez le communiqué. Pendant que nous étions aux obsèques de Bédié... C'est une réalité quand même. Oui, c'est une réalité, mais quand tu viens dire que non, tu n'as jamais été associé à quoi que ce soit, tu n'as pas été informé, mais combien de fois nous avons reçu le district d'ici? Combien de fois on a débattu sur des sujets ici où le district a eu à discuter avec les mêmes maires et que, dans un cadre? On a même vu des photos où tout le monde était tout sourire sur la photo. Et qu'aujourd'hui, tu reviens nous dire, je n'ai pas été informé. Moi, je comprends Emou Sylvestre. Lui, il est élu. À la différence du gouverneur, qui lui est nommé. Donc lui, il pose ses actes. Ça fait mal. Mais j'aimerais dire aux uns, qu'on soit maire ou député ou quoi que ce soit, diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est aussi frustrer. Très bien. Diriger, c'est frustrer. Et ils ont été assurément frustrés. Nous avons en ligne M. Djerasouba Lassina, habitant du quartier abattoir de Port-Boué. M. Djerasouba, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, première question pour vous. Avez-vous été informé de l'opération à venir? Non, nous n'avons pas été informés. Comme toujours. Vous n'avez pas été informé? Pas du tout. En 2018, le quartier avait déjà été déguerpi. Oui, en 2018, il y avait une partie du quartier qui a été déguerpie sous prétexte que nous étions une zone inondable. Vous étiez sur une zone inondable? Oui, très bien. Mais et nous avons défendu avec une conférence de presse que nous avions été une zone inondable. Après, ils sont revenus que nous sommes sur une canalisation. Et nous sommes sortis encore pour faire une conférence de presse qui viennent regarder où est la canalisation. Donc, on est surpris qu'on nous dise que non,
on a été prévenu depuis lors. Ce ne sont pas les mêmes motifs. Très bien. Moi, j'ai une question pour vous, hein, monsieur. Allez-y, Herman. Est-ce que l'endroit où vous êtes installé, vous avez des titres de propriété là-dessus? Est-ce que les terrains sont à vous? Le terrain. L'endroit que nous sommes, nous n'avons pas de titre de... je suis désolé, monsieur. Nous n'avons pas de titre foncier, mais nous sommes des Ivoiriens. Non, et pendant les campagnes... Non, permettez, Herman. Toutes les questions comme ça, je vais vous répondre. Et pendant les élections, là, ils rentrent, ils savent qu'on n'a pas de titre foncier. Ne parlez pas comme ça. Monsieur, ne vous énervez pas. Non, mais quand vous dites qu'on n'a pas de titre foncier, c'est comme si on n'a pas de droit... Monsieur Djarasouba, Monsieur Djarasouba, allons-y doucement, tout doucement. Ne vous énervez pas du tout. Voilà qui mesure un peu ces questions. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est là pour comprendre la situation. Et pour comprendre, il faut poser des questions qui vont éclairer nos lecteurs. Donc, ne vous fâchez pas du tout. Je peux le relancer? D'accord, madame. Non. Monsieur Djarasouba, allez-y avec la réponse. Donc, le terrain, selon ce qu'on comprend et qu'on lit, appartient au district. Exactement. Quand vous avez été interpellé en 2018 par rapport à l'objet de la canalisation, est-ce que vous saviez qu'ils allaient donc revenir pour compléter leur action? Non, on ne nous a pas dit ça. Nous sommes rendus chez même le maire. Le maire aussi a répondu à son temps que ce n'est pas une zone inondable. Et pendant ce temps, nous avons touché l'ancien secrétaire général de la présidence, qui est M. Sissé Aboudraman, qui est venu avec Mme Anne Loto. Ils nous ont dit, devant tout le monde, les archives sont là, que ce n'est pas une zone inondable. Pourquoi ils ont été détruits? Très bien. Merci de votre réponse. Oui, alors mon second point ou mon troisième point est le suivant. Il y a eu des scènes de violence inouïes. On a tout à l'heure vu un porte-char incendié, il y a plusieurs blessés, des pelles mécaniques incendiées, un bus de la Sotra saccagé, 2 véhicules 4x4 cambriolés et incendiés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, nous n'en savions rien. Nous, les habitants de ce quartier, nous ne sommes pas tous des bouchers, ni des vendeurs de bœufs ou de moutons. Nous sommes des habitants, les riverains de ce quartier, nous travaillons tous. Mais à notre grande surprise, on a vu qu'il y avait une histoire de délocalisation de petits détails envoyés à Djamé. Nous ne sommes pas là-bas, on ne s'est pas rendu. À notre grande surprise, on dit non, qu'il y a des jeunes qui font partie d'incendie, certaines choses, c'est cahier, c'est certaines choses. Bon, on dit bon, ce n'est pas à notre niveau, parce que ce ne sont pas de nous dire aux habitants de quitter le lieu pour qu'on se révolte. Parce que s'il s'agit de révolte, il y a des petits culminants qui sont révoltés, parce que ce n'était pas nous à ce moment. Donc, ils ont eu une opération samedi nuit et vendredi nuit, et samedi, on s'est reposé dimanche, et puis lundi, qui viennent sur le travail, notre grande surprise, pendant qu'ils sont en train de cacher, ils sont sortis un poste de district que non, ils ont identifié des personnes et qu'il y a 578 foyers qu'on doit les délocaliser. L'abattoir compte près de 30 000 habitants. Alors, voilà. On nous dit dans le texte que nous avons, les articles que nous avons, les comptes rendus, il y a donc 726 lots à Anani, toujours à Port-Boué, pour ceux qui ont été déguerpis. Est-ce que 726 lots, est-ce que vous confirmez cette information? Jamais. On vient de voir avec vous ce matin-là qu'il s'agit des lots. Nous sommes rendus chez l'autorité communale au moment qu'ils étaient venus pour faire sortir les zones à risque. L'autorité communale nous a dit que non, il faut se référer à lui. On va voir. Ils ont amené un document de recensement. Si vous voulez, je vais vous faire parvenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont fait un document sans l'enquête, questionnaire. Très bien. Maintenant, nous sommes rendus chez le maire pour demander pourquoi c'est truc. Le maire est rentré en contact avec le district pour dire si on doit faire un recensement, il faut faire 3 copies. Le président du quartier reçoit sa copie, le maire, la mairie reçoit, et puis le district, le jour où on aura un truc, on va vous dire. Maintenant, le maire a dit OK, venez voir les chantiers. Ou le maire dit OK, le district ne reçoit plus. Non, c'est qu'ils vont rejeter ça. Le maire dit OK, mais le district dit non, il ne recense plus. C'est ce que vous dites? Il ne recense plus. Très bien. Les personnes là. Très bien. Merci infiniment, monsieur Djarasouba. Merci de nous avoir
donner votre point de vue sur la situation. Merci infiniment. Alors, nous revenons, messieurs. Je voudrais dire que le plateau est ouvert. Si le district estime qu'il y a des choses à corriger dans l'information, donc distillée, Marius, un instant, par M. Diarasouba Lancinet, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'aimerais, Herman, vous terminer. Votre propos a été quelque peu mal apprécié du téléspectateur. C'est son droit. La question que je pose quand je l'écoute, ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que nous sommes des Ivoiriens, on va se lever pour aller se saler à un endroit, sur des sites qui ne sont pas à nous, on est dessus. Et quand celui à qui ça appartient vient le réclamer, parce qu'on est des Ivoiriens, il faut laisser. Moi, je pense que ce langage-là, je sais bien qu'il a compris qu'il n'est pas en droit d'être là. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est d'essayer de respecter, peut-être négocier avec enfin, les pouvoirs publics pour pouvoir trouver une solution. Mais moi, je reviens quand même sur les violences. Les violences sont dommageables. Hein. Vous avez vu, tout à l'heure, Daouda parlait c'est des scènes de guerre. Et il faut pousser loin l'enquête. C'est-à-dire? Mais on ne peut pas venir dans un quartier. Les forces publiques, qui sont les forces de police et autres, seront confrontées à des, comment on appelle, à une résistance avec des armes non conventionnelles. Parce que ce qu'on voit là, il y a eu des types, sur même les forces de l'ordre. Il faut mener l'enquête. Est-ce, ça veut dire que l'endroit qui a été déguerpi, vous imaginez qu'il y a eu des tirs? Si l'endroit qui a été déguerpi, est-ce qu'il n'y a pas encore des nids, des niches, des caches d'armes et autres là-dessus? Parce qu'on est quand même dans un endroit sensible. Selon vous, il faut pousser la réflexion plus loin. Surtout que, vous savez bien, ça on ne va pas le cacher, la plupart des acteurs de l'abattoir, et même des personnes qui sont riveraines, ce sont nos frères qui sont des pays voisins, il faut le cacher. Aujourd'hui, la filière bétail, abattoir et autres, là, c'est plus ou moins géré par nos frères voisins. Et on sait quand même les problèmes, la relation qui n'est pas au beau fit entre ces pays-là. Vous allez loin, Herman. C'est très responsable que moi je pense. Vous allez loin quand même. Souvent, chez nous ici, en Côte d'Ivoire, on a souvent peur d'aborder les questions et puis après on est surpris. Je pense bien que si la force publique a été confrontée à cette résistance-là, de cette taille, il faut qu'elle pousse un peu loin. Mais quand même, pour terminer, il est quand même surprenant. Hein. Ça, Daouda l'a dit, qu'il y a l'abattoir. Moi, je ne suis pas encore allé là-bas ces derniers temps. L'abattoir, c'est insalubre. C'est quand même surprenant que les contribuables, on prend l'argent des contribuables à hauteur de 10 milliards de francs CFA pour rénover un abattoir, pour qu'il n'y ait pas toutes les commodités. Je dis à 18 milliards, qu'il n'y ait pas toutes les commodités. Qu'on vient nous dire 5 ans après qu'il y a encore ces scènes qu'on avait vues par le passé là-bas. Moi, je pense que ça me désole. Peut-être il faut plus ou moins interroger. Très bien. Voilà. Permettons à Élisée, qui vient de nous rejoindre, de donner son point de vue. On va repartir à Daouda. Élisée, bienvenue. Merci. Il s'agit en tout cas pour vous d'analyser l'actualité chaude de ce qui s'est passé du côté donc, de Port-Boué relativement au déguerpissement du quartier abattoir et aussi du déplacement du parc à bétail. Votre point de vue? Oui, moi, mon point de vue, il est très simple. Hein. Dans un premier temps, il faut déjà qu'on pose le premier postulat. Le premier postulat, c'est que tout le monde, autant que nous sommes, nous souhaitons voir une ville qui soit une ville agréable, où il fait bon vivre. Ça, c'est clair. Tout le monde souhaite voir le meilleur visage d'Abidjan, parce que c'est notre capitale économique, c'est la porte d'entrée même dans notre pays avec l'aéroport. Et la commune de Port-Boué est l'une des communes dans la commune dans laquelle se trouve l'aéroport qu'on trouve dès qu'on arrive à Abidjan. Donc il est indéniable que tout le monde veut voir une très belle cité. Mais en même temps que tout le monde veut voir une très belle cité, je pense que le gouvernement, étant conscient de ce fait, en Conseil des ministres, a demandé que le déguerpissement soit fait selon un visage humain. Moi, j'entends dans l'aspect du visage humain des choses qui soient de nature à ne pas nous présenter de tels spectacles où on est dans des violences, où on est dans vraiment des affrontements de ce genre, comme si on était sur un théâtre de guerre. C'est quoi pour vous le déguerpissement à visage humain? Le déguerpissement à visage humain, c'est très simple. C'est-à-dire de créer un cadre de concertation, ce qui a été déjà créé avec les différents maires, un cadre de concertation avec les maires de 13 communes. Et si vous regardez l'actualité, depuis les événements de Yopougon, qui avaient suscité des grincements de dents, ce cadre de concertation ayant été posé, on a vu que les opérations se sont poursuivies, pas avec une extrême violence pareille. Quand je prends
le communiqué de la mairie de Port-Boué. Mais ce communiqué de la mairie de Port-Boué s'entend. Je pense quand même que ce que le maire dit là, c'est quelque chose qui doit quand même avoir un écho. Il dit le maire dit de ne pas être informé. Le maire dit qu'il y a un cadre de concertation qui a été établi entre le district et les 13 communes, de sorte à ce que les opérations de déguerpissement se fassent de façon conjointe avec l'accord et de façon conjointe, ça veut dire avec les autorités municipales et puis avec le district. Oui. Lui, le maire, il vient, pour votre gouvernement, la dernière réunion du cadre de concertation a eu lieu à Port-Boué, dans la commune même de Port-Boué. Tout à fait, on a vu les images. Voilà, le dernier cadre de concertation a eu lieu. Le maire vous dit qu'il est lui-même surpris. Il sait qu'il y a une opération de déguerpissement, mais qui porte sur le secteur de la bouche, où on abat les animaux. Lui, il le sait. Maintenant, il se rend compte que cette opération s'étend au-delà même de cet aspect géographique qui a été identifié. Et lui, là, il y a problème. Et lui n'est pas informé. Si tant est que ce que le maire dit est vrai, moi, je pense qu'il y a un problème. Parce que si c'est pour qu'on fasse un cas de concertation et que derrière, on prenne des décisions, mais on exécute des opérations sans l'accord des autorités municipales, il y a un problème. Je pense quand même que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue. Moi, je dis toujours, on n'a pas besoin de créer des tensions de façon inutile, en fait. Franchement, on veut déguerpir, on a déjà identifié qu'on doit déguerpir. Monsieur le maire, on déguerpit dans 2 semaines ou dans 3 semaines, voilà la sphère géographique qu'on veut faire. Ok, d'accord, moi j'informe mes populations, voilà les décisions que je prends, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Mais quand cette situation se présente, aujourd'hui les interlocuteurs de ces personnes déguerpies ou des personnes en situation difficile, c'est qui? C'est le maire. La preuve, on a entendu celui qui parlait. Ils sont vers le maire pour trouver une voie de solution. Mais lui-même, il ne savait même pas qu'on allait casser le maison. L'opération a été un peu biaisée. Non, ce n'est pas que ça a été biaisé. Pour moi, je veux vraiment que ce qui a été dit par le Conseil des ministres soit mis en application. Très bien. Que ce déguerpissement-là, il se fasse vraiment à visage humain. C'est important. C'est important. Je finis, pardon, 30 secondes. Oui. Pourquoi je le dis? Quand vous dites, par exemple, je lis le communiqué du district, il y a 573 familles, je crois, ménages qui ont été identifiés, qui doivent aller sur un site où il y a 700 et quelques lots. 726 lots. 726 lots. Mais ces lots-là ne sont pas encore bâtis. Hein. Ces lots n'ont pas encore été attribués. La logique aurait souhaité que ces lots soient attribués. Donc, selon vous, avec cette analyse-là, le problème n'a pas été réglé. Et qu'on déplace maintenant les populations. Mais c'est ce qui est normal. Qu'est-ce qui a fait que le Conseil des ministres a parlé de visage humain? C'est parce que justement, cette opération a été menée dès le départ de cette manière. Et on a vu que ce n'était pas la bonne manière. Ce n'était pas la bonne approche. Voilà pourquoi on est revenu pour prendre cette disposition-là, en fait. Très bien, Lisée. Daouda, comment est-ce que vous réagissez à cela? Bon, je ne veux pas réagir à tout ce qui a été dit, mais je retiens une chose avec les propos d'Élysée, qu'en Côte d'Ivoire, les maires ne sont jamais informés de rien. Comment cela? Malheureusement. Mais avec tout ce qui vient de dire, les maires, parce que ce n'est pas la première fois. C'est le communiqué du maire, de la mairie. C'est une fuite en avant. Que les mairies en Côte d'Ivoire, peut-être que c'est le mot maire qui pose problème. Peut-être que, comme je le dis, je retiens que les mairies en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a une opération du district autonome d'Abidjan, ils ne sont jamais informés de quoi que ce soit. Mais avant qu'Élysée n'arrive sur ce plateau, je pense qu'on a eu le temps d'en débattre. Mais les acteurs du secteur bétail, qui eux-mêmes ont été déguerpis, disent que nous avons été informés. Absolument. Ce qu'Élysée dit. Attendez, je viens. Attendez, il termine et puis ils vont plus loin. Eux-mêmes, ils appellent leurs camarades du secteur bétail à les rejoindre à Adjamé, malgré quelques inquiétudes. Moi, là où je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, ces situations de violence qui ont eu lieu, c'est parce que justement, il y a de la politique qui est en back-office. Parce que la question que tu as posée à M. Djerasouba, il t'a répondu quoi? Il a répondu, nous sommes Ivoiriens et généralement, quand il y a élection, ils viennent nous voir. Mais justement, parce qu'il est dit, le gouverneur district, lui, il n'est pas élu. Il n'a pas un mandat électif. Et le maire ayant un mandat électif va dire, à chaque fois, je ne suis pas informé. Pourtant, toi-même, Élysée, tu dis qu'il y a eu, le dernier conseil a eu lieu à Port-Boué. Mais comment se fait-il qu'après ce dernier conseil-là, après tout le débat qu'il y a eu... Non, tu vas réagir, Élysée, mais je termine, s'il te plaît. Voilà. Après tout le débat qu'il y a eu, après toutes les dissensions qu'il y a eu entre les différents maires et le district, même on a reçu le député maire Assele Temoko ici, finalement qu'ils ont eu à discuter, et qu'aujourd'hui encore, tu ne sois pas informé de 2 choses l'une. Soit le maire de Port-Boué est de mauvaise foi, soit le gouverneur du district d'Abidjan est de mauvaise foi. Élysée, 1 seconde et puis on passe à Maurice Kombo et ensuite Herman. Pardon, juste, Daouda, je comprends ce que tu dis, mais pardon, quand on parle, il faut qu'on apprenne à s'écouter en fait. Mais bien sûr, oui. Voilà, c'est important. Ce que j'ai été très clair, et le communiqué de la mairie de Port-Boué est très clair et sans embâche. Le maire vous dit
que dans les échanges, il a été effectivement indiqué qu'il allait avoir une opération de déguerpissement Permettez à ce qu'il termine. dans un secteur qui a été bien défini, le secteur où il y a les bétails. Est-ce que tu es arrivé au quartier abattoir? Le quartier abattoir ne se limite pas au secteur de parc à bétail. Si tu connais Port-Boué, tu sauras que le secteur abattoir, qu'on appelle le secteur abattoir, j'aimerais qu'on l'écoute. s'étend sur une grande surface. Le maire vous dit que le secteur bétail, là, ça a été convenu effectivement dans les échanges que ça devait être déguerpi. Et je pense même que ça, c'est il y a longtemps. Il y a eu plusieurs relances par rapport à ça. Mais il vous dit, lui, il est surpris du fait que l'opération se soit étendue au-delà du secteur bétail sur d'autres habitations. Question pour vous. En 2018, le même site avait été déguerpi. Et le site appartient au district. Est-ce qu'on part sur un postulat de dire ils ont été déguerpis en 2018 et puis, ils reviennent, ou, enfin, on ne sait pas par quelle magie ça s'est passé. Non, le site a été oui, mais le fait qu'on les déguerpisse à nouveau, est-ce que le district n'est pas dans ses droits? Quant à l'information, le district vous dit... Christelle, oui, allez-y. En fait, il faut faire des précisions. Allez-y. Le déguerpissement dont on vous parle en 2018, moi, pour être régulièrement dans la commune de Port-Boué, de quoi je vous parle, c'est le secteur du parc à bétail. Quand vous rentrez à Port-Boué, il y a un ensemble de parcs là où ce les gens n'est pas le quartier abattoir. des bœufs, des moutons, jusqu'à aller là où on abat même. C'est toute une zone. Mais derrière cette zone, il y a tout un quartier. Il y a plus un quartier vaste même de personnes qui y habitent. Très bien. Donc quand on vous dit qu'on a parlé de déguerpissement, et comme vous-même vous le dites, la note même vous parle de parc à bétail. Le maire ne conteste pas. Le maire vous dit le parc à bétail là, on a discuté, c'était clair. Mais là où moi, le maire, je suis surpris, c'est le fait que l'opération soit allée au-delà du parc à bétail. Je pense que j'aurais dû quand même être saisi pour informer ma population, prendre les dispositions qu'il faut. C'est ce que le maire dit. Et je dis que si ce que le maire dit est juste, c'est que quelque part, quand même, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, tant que il y a un parc, il y a comme un cadre de concertation. Dans le cadre, quand même, tous ces échanges se font. On va écouter Herman Marius, vous allez terminer. Est-ce que l'accueil qui a été réservé lorsqu'il s'agissait de déguerpir le parc à bétail, l'accueil qui a été réservé... La violence, Élisée. Oui, pourquoi je parle de l'accueil, ne peut pas nécessiter ce déguerpissement étendu là. Parce que d'où viennent ces personnes qui, devant la force publique, qui vient pour rétablir l'ordre, pour essayer d'encadrer un déguerpissement qui est autorisé, et d'où viennent ces personnes qui ont apparemment, visiblement, des armes qui ne sont pas conventionnelles. En ce moment-là, quand le district fait ça, il peut décider avec son autorité, ben écoute, la place, ça c'est à moi. Peut-être que les gens sont en train de faire certaines choses. Autant je vais nettoyer. Est-ce que cette question-là, Élisée... Herman, s'il vous plaît, excusez-moi. Non, c'est pour l'aider parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que... J'aimerais qu'on puisse essayer d'expliquer un peu. Quand on dit armes non conventionnelles... Quand je dis armes non conventionnelles, vous avez vu carrément des chats. On a dit chats incendiés. Et des forces de l'ordre qui ont été... certains qui ont été touchés par des armes à feu. 2 perceuses ont été... Ça veut dire que des personnes, il y a des personnes, qu'elles soient des badauds ou des bandits. Donc selon vous, il y aurait donc des armes là-bas. Donc, mais quand c'est comme ça, la place n'est pas à toi. Autant je vais régler mon problème. Est-ce que cette question-là peut être pertinente et qu'elle s'est posée au district? Merci, Herman. Permettons à Marius que moi... Marius, vous avez posé la question, en fait. Non, c'est pas toi, tu n'es pas là pour le district. Non, tu as posé une question. Apparemment, on dirait que tu es là pour défendre la mairie de S'il vous plaît, messieurs, je voudrais qu'on écoute Marius parce qu'il a échangé justement avec des personnes, avec les forces de police qui étaient sur l'opération. J'aimerais avoir son point de vue parce qu'on parle de scène de guerre, c'est vrai, on parle de choses, mais enfin, je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu trop fort, mais en même temps, vis-à-vis de la violence, de ce qu'on voit, on peut se poser des questions. Marius, comment est-ce? À Port-Boué, tout récemment, des populations habitaient sous des emprises de couloirs électriques. Il y a eu mort. Le maire était bien au courant de ce que ces populations devraient être déguerpies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu mort d'homme. Il n'a rien fait jusqu'à ce que le district vienne agir tout récemment, après qu'il y a eu de mort d'homme. Il a produit un communiqué. Encore une fois, il produit seulement les communiqués. Vous voyez, c'est des communiqués. Il faut que l'on arrête de jouer à la vie de nos concitoyens. Le monsieur qui est intervenu et qui semblait être un responsable des habitants de ce quartier, il faut le dire pour ceux qui disent avoir habité Port-Boué. Nous sommes des enfants d'Abidjan Sud. Abidjan Sud, donc Marcory, Treichville, jusqu'à Port-Boué. C'est cela. Nous sommes les purs enfants d'Abidjan Sud. Et ceux qui nous suivent nous connaissent et savent de quoi nous parlons. Nous disons que ce quartier-là ne devrait pas exister. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, c'est un quartier qui abrite des bandits de grands chemins. La prostitution fait loi. Les dealers font loi. Tous les habitants du quartier? Je n'ai pas dit tous les quartiers. J'ai dit le quartier abrite.
Mais l'insalubrité règne et est maître des lieux. Ne pas le dire, ça fait preuve de malhonnêteté. Quand vous avez échangé... Lui, Emou Sylvestre et sa municipalité ne savaient pas que ce quartier abritait vraiment des individus dangereux pour sa propre Quand vous avez échangé, permettez, quand vous avez échangé, Marius Komoé, quand vous avez échangé avec les forces de police par rapport à la violence justement de tout ce qu'on voit, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Mais jamais dans l'histoire d'un déguerpissement, on a enregistré autant de violence. Eux-mêmes se sont demandé comment ces gens ont pu réaliser ce qu'ils ont eu à faire. Avec les images que nous voyons. Mais voilà, c'est un véhicule de la police qui a été caillassé et incendié. Ces 2 porte-chars, est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un porte-char? Est-ce que la police vous a parlé un peu de ce que les personnes ont utilisé justement pour créer cette violence-là? Mais bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, la violence atteste de ce que les gens ont pu utiliser pour faire ce qu'ils ont fait. Nous, on ne va pas rentrer dans ces... Mais je dis que ces quartiers-là, parce que ce que les gens nous oublient, les gens pensent que c'est les vendeurs de viande, les chevignards et autres, les commerçants de viande qui ont été déguerpis. Non, l'abattoir fonctionne. Les commerçants ont leur box et aujourd'hui même, ils ont vendu du bétail. Seulement, on a déplacé le parc qui reçoit le bétail. Venant des pays limitrophes, tels que le Mali et autres, on a déplacé ce parc à Adjamé, sur l'ancien site de la casse d'Adjamé. C'est tout. Sinon, la viande sera continuellement vendue sur ce même site. Alors, seulement le quartier qui est derrière, là, il faut le dégager. Le parc à bétail, lui, a été déplacé sur la casse, l'ancien site de la casse d'Adjamé. Exactement. Mais l'abattoir fonctionne toujours du côté de Port-Boué et sera même traité, amélioré, réhabilité, de faciliter donc tous les mouvements par rapport à la viande et au service clientèle. Et on se retrouve juste après, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Je vous emmène à Lakota pour parler de l'ONG d'idées. Et justement, nous recevons la présidente, Madame Dani Omer Dago, épouse Boga. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. C'est notre plaisir. Voilà. L'autonomisation de la femme avec vous est au cœur de notre échange, de notre conversation. Vous avez créé cette ONG depuis le 5 février 2023 et vous vous battez justement pour que les femmes de Neko, Lakota, puissent pouvoir travailler et s'en sortir. Expliquez-nous un peu d'où c'est parti, cette vision. Ok, déjà, merci à vous. Cette vision est partie de ce que, vous savez, je ne vis pas ici. Alors, après mes promenades, quand je suis revenue, on va dire ça comme ça. Exactement. Voilà, quand j'arrive dans mon village, je vois que les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? La misère, trop de misère. Avant, on se pressait d'aller au village pendant les vacances. Exactement. Chose qui ne se passe plus. Alors, du coup, ça m'a amené à réfléchir comment faire pour qu'aujourd'hui, mes mamans, mes frères soient épanouis. Voilà ce qui m'a poussé à créer cette ONG. Est-ce que vous avez consulté votre fils? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce qu'en fait, c'est la maman de notre footballeur international, Jérémy Boga, qui est avec nous, notre champion. Alors, est-ce que vous avez échangé avec lui? Quelle était sa vision de votre projet? Ma famille me connaît depuis toute petite. Je suis quelqu'un qui aime là où il y a la joie. C'est ça. Alors, j'ai toujours aidé et il savait que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, j'ai consulté ma famille, oui, que ce soit le champion, son frère, sa soeur et mon mari, voilà, pour pouvoir créer cette ONG. Parce qu'ils savent tous que c'est dans le domaine dans lequel je m'épanouis. Voilà. Et aujourd'hui, maman, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Quand j'ai la maman d'un champion en face de moi, généralement, je suis très tendre. Ok. Ça donc, je suis très tendre. Alors, ça me fait plaisir. Ce que je veux savoir, c'est que concrètement, combien de femmes vous avez aidées dans votre organisation depuis sa création? Ok. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aidé individuellement. Et maintenant, j'ai mis sur pied l'ONG. Cherché à faire une ONG pour pouvoir aider en groupe. Parce que individuellement, j'ai vu que ça ne donnait pas trop. Alors, j'ai servi, déjà l'année dernière, nous avons organisé une activité où on a aidé les femmes
a fait, chez nous, on appelle ça le New Boudegirma. C'est-à-dire que New Boudegirma, Ça veut dire New Boudegirma. New Boudegirma, c'est D'accord. l'hygiène Quoi? corporelle de la Ok. femme. Ah, d'accord. c'est Voilà. très Et important. voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Vous pouvez voir sur les images. Oui. Alors, les femmes, elles ont été habillées, elles ont reçu des dons. Et aussi, nous avons aidé une association dans la sous-préfecture de Niamzaria, où on a offert une machine à eau pour que les femmes puissent vendre de l'eau. Voilà. Très Et important. voilà. À Niangba, sous-préfecture de Djebonois, nous avons aidé, je pense que vous avez eu ce sujet sur votre plateau, où il y a eu intoxication alimentaire Oui, tout des à fait, tout enfants, à fait, où tout à fait. Oui. il y a eu 10 enfants qui étaient morts. Oui. On ne pouvait pas rester en marge de ça. Et nous sommes allés, on a fait des dons en vivre et en non-vivre. Et ce village participera à notre festival. Herman, Bon, moi, j'ai une question. Aujourd'hui, c'est l'autonomisation de la femme. Hein. La thématique de la femme, elle revient tout le temps. Aujourd'hui, même lorsqu'on regarde les résultats de CEP, cette année encore, il y a eu 614 121 candidates, filles, et les hommes, 512 562. alors Et Herman, les votre filles- Non, je micro viens a à ma un question. challenge. Ton Votre micro a un micro a un challenge. challenge. C'était trop chaud. Attendez. Ok, Non, c'est plutôt le micro d'Élysée, on me dit, la régie. Donc, Herman, continue. C'est plutôt vous, Élysée. qui ok, avez donc un je peux challenge. continuer? Oui, bien sûr. Ok, donc pour les hommes, il y a eu 512 562 admis, 255 999 garçons sur les candidats qui se sont présentés. On voit que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes filles qui vont à l'école et qui passent finalement. Est-ce que la question de l'autonomisation des femmes, la question de faire tout pour aider la femme n'est pas en train de renverser la tendance, mettre les hommes derrière? Je ne pense pas, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on voit une évolution dans ce domaine. Avant, la femme, elle était mise à côté, parce que c'est l'homme qui avait le droit d'aller à l'école. Aujourd'hui, je pense qu'on donne cette chance aux femmes, aux jeunes filles, et c'est une très bonne chose, parce que la femme, honnêtement, une femme épanouie, une femme instruite, je pense que c'est bon pour un pays. Voilà, le développement d'un pays. Allez, moi, j'encourage tous ceux qui poussent les petites filles à aller à l'école. Vraiment, c'est le combat que nous menons. On ne mène pas ce combat pour que les hommes soient derrière, parce que, bibliquement, l'homme est le maître de la femme. Voilà. Et on doit respecter l'homme. L'homme doit toujours occuper sa place. Très bien. Mais il faudra aussi qu'on soit instruite pour pouvoir aider nos maris. Merci. Merci beaucoup, Présidente. Élysée Boulou, question. Non, je voulais juste savoir aujourd'hui, j'ai eu dit que vous avez des activités en vue. En quoi ça va consister concrètement et c'est quand la date? Le festival. Le festival aura lieu en août, du 22 au 23. Mais déjà, demain, nous faisons le lancement du festival. Ce festival se passe à Neko, précisément dans la sous-préfecture de Lakota. Voilà. Alors, le festival, le lancement aura lieu où? Abidjan, à l'hôtel Tiama, demain à 16h. À 16h. Voilà. C'est Et quoi lors de ce festival, l'articulation du festival? C'est vrai que demain, Est-ce que vous aviez la parole? en parler. Allez-y. Il est très chaud. Il veut m'attaquer. Non, 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 pas du tout. Non, non. Ici, c'est un plateau amical. Allez-y, allez-y. Voilà. L'articulation du festival, même si demain, c'est de là que vous déballez. Qu'est-ce que vous allez faire au cours du festival? Au cours du festival, déjà à partir de demain, après-demain, après le lancement, nous allons lancer la formation. Formation. Voilà. Très bien. Formation agricole, formation à l'alphabétisation numérique. Très intéressant. C'est bien. Prendre aussi, on va dire, les jeunes, parce que vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un problème. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, je dirais que dans tout le monde entier. Bien sûr. La drogue qui sévit de partout. Oui, oui, oui. Nos jeunes sont perdus, ils s'adonnent à l'alcool. Comment faire pour les aider? Il faut les sensibiliser. Voilà, il faut les sensibiliser. Et pour les sensibiliser, il faut mettre quelque chose sur le plateau pour que ces jeunes-là n'aient pas envie d'aller en ville. Parce que nous qui avons vécu en Europe, on voit que les villages même sont développés. Ça ne donne pas envie d'aller en ville. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ONG cherche à faire. Élysée avait une question et puis on a constaté que son micro ne fonctionnait pas. Allez-y. Je pense que j'avais posé la question, c'est de savoir quand est-ce que ça allait avoir lieu. Mais non, juste au niveau des activités depuis la création à ce jour, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de personnes qui ont bénéficié de l'assistance de votre ONG?
pense qu'il y avait Oui, les femmes. les femmes, je dirais... Non, il terminait sa question lorsque le voilà, micro avait un challenge. déjà, j'ai mentionné l'association des femmes de Niamzaria. D'accord. L'ONG scolarise 2 enfants à Yamsoukro. Ah, c'est bien. C'est arrivé quand on allait pour la CAN, comme vous le savez. Et dans la rue, quand on est sorti après le match, mon fils aîné a constaté qu'il y avait 2 enfants couchés dans la rue. Alors il m'a dit, mais maman, pourquoi ces enfants sont là? Oui. J'ai dit, ben, allons leur Demander, parler. ouais. Et il a demandé aux enfants, ils ont dit non, on veut pas aller à l'école, on a des problèmes et tout. Alors il dit, mais est-ce que vous avez encore vos parents? Les enfants ont dit oui, qu'on a notre maman. Alors, mon fils a pris le numéro de la maman. Et nous sommes rentrés en contact avec la maman. Et quand nous sommes allés chez elle, la pauvre, elle était déboustolée parce qu'elle a tout fait pour que les enfants y aillent à l'école. Mais les enfants ont eu, je crois, un problème dans leur école. Alors, ils voulaient tout juste changer d'école. Ok. Voilà. Et nous avons pris le relais. Dieu merci, il y avait une école tout juste à côté de la maison. Le directeur a été très sympa. Il a accepté ses enfants de les reprendre. Et ces enfants, ils sont scolarisés par l'ONG aujourd'hui. Marie, comment est la question? Alors, Maman Boga, l'organisation d'un festival, j'avoue, c'est beaucoup d'argent. Surtout quand on tient compte de tout ce que vous envisagez faire. Formation à l'entrepreneuriat, aux techniques agricoles et j'en passe. Vous le faites sur fonds propres ou bien vous êtes soutenu par d'autres organismes, par d'autres personnes parce qu'on sait quand même que ça coûte cher l'organisation d'un festival. Justement, c'est d'où le festival. Parce que nous voulons utiliser le canal du festival pour pouvoir capter les fonds. Voilà. Bien sûr. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, l'ONG travaille à fonds propres avec des bonnes volontés qui nous soutiennent. Donc, c'est tellement votre fils? Sûrement. Ouais, sans le cacher, oui. Parce que sans, voilà. Ouais, non, mais ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Il faut, parce que nous sommes une famille, c'est vrai que vous avez dû le constater. Exactement. On est un peu effacé, surtout lui. Oui. Mais il travaille beaucoup dans le social. Voilà. C'est très bien. Et en fait, il tient ça de vous? Oui, je dirais un peu. Cette passion pour l'autre. Pour l'autre, oui. Combien de femmes vous attendez? Marius, comment En fait, la parole n'était pas... Je vous en prie, vous avez raison. D'accord, mais je vous la redonne, allez-y. Oh, vous êtes aimable. Merci, Christian. C'est ça. Alors, combien de femmes vous attendez à ce festival? Combien, le nombre de personnes? Le nombre de personnes, je dirais, nous attendons 5000 personnes par jour. C'est bien. Sur les 3 jours, parce que, comme vous pouvez le constater dans notre visuel, je pense qu'on a 5 villages invités, parce que le Didé, c'est un vocabulaire culturel Dida, qui veut dire rassemblement, réjouissance, la cohésion sociale, le brassage culturel. Alors nous avons invité 5 villages, plus le village d'Agban, qui viendra parce qu'ils ont été vraiment touchés par le geste que nous avons posé. Alors, ils ont décidé de venir participer au festival. C'est rassurant. Voilà. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci. Vous êtes Dani Omer Dago, épouse Boga. Oui. Et vous étiez là pour nous parler donc de ce festival qui aura lieu à Neko. Hein. À Neko. Neko, c'est dans la sous-préfecture de Lakota. Ouais. C'est du 22 au 24 août 2024. Mon souhait, c'est que vous ayez tout ce qu'il faut, tous les moyens pour continuer à aider ces jeunes, ces femmes. Et au total, vous l'avez dit, vous attendez que les personnes vous soutiennent, mais est-ce que vous avez un montant exhaustif? L'aide que vous attendez s'élève à combien pour terminer? Honnêtement, comme vous le savez, pour organiser un festival, déjà, c'est beaucoup de fonds. Alors, pour le festival, déjà, nous sommes presque à 20 à 30 millions. Maintenant, les dons qui vont être faits. Alors, on a besoin de dons en matériel, en nature. On ne peut pas mentionner, mais en tout cas, tous ceux qui veulent aider sont bienvenus. Voilà, sont les bienvenus pour nous aider. Merci beaucoup, Merci. Madame la Présidente Boga. Je rappelle que vous êtes la mère de notre champion d'Afrique, Jérémy Boga. Nos amitiés à Jérémy, on espère qu'il se porte bien. Merci beaucoup, il se porte bien.
Notre émission maintenant ira. Nous nous déplaçons avec vous, chers téléspectateurs, et on part à Pépressou. Pépressou d'Aoukro pour dire l'ultime au revoir à feu le président Henri Konan Bédié. On regarde. Aïe, oui. Aïe, oui. Papa, Bédié, la mort nous a séparés. Papa, Bédié, on ne verra plus Baba auprès de nous. Henriette Konan Bédié, Yarko Mami. Baba le cuercao, irao barlamio. Era den more clara, ogni munilegua, indio bue. Baba duzwaja ele sue, kawo joke mamindie. Baba mama robre kuo, e mami subieno con. Bye bye oh. Bye bye oh. Arobre bye bye. Baba, Bédié, la mort nous a séparés. Baba, Bédié, on ne verra plus Baba auprès de nous. Baba, Bédié, la mort nous a séparés. Alléluia, 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 Alléluia. Baba, Bédié, la mort nous a séparés. Baba, Bédié, on ne verra plus Baba auprès de nous. Baba, Bédié, la mort nous a séparés. Bravo. C'est donc des derniers applaudissements voilà, que nous offrons à celui-là qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été un grand homme d'État, le chef, le patron du PDCI-RDA aujourd'hui, qui nous a dit définitivement au revoir. Les chemins de sa vie se sont refermés à Pépressou, d'Aoukro. Encore un grand yako à toute la Côte d'Ivoire, aux amis de la Côte d'Ivoire, à sa famille, à maman Henriette Konan Bédié. Nous pleurons avec vous et je pense que les paroles ne suffiraient pas pour dire combien de fois cet homme-là a marqué la Côte d'Ivoire. Parlant d'Henri Konan Bédié, on pense au président, à feu le président Félix Houphouët-Boigny. C'est une page de notre pays qui se referme, en espérant que la nouvelle qui s'ouvre nous conduise toujours dans les pas du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. Messieurs, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à la mémoire donc, de feu le président Henri Konan Bédié. Oui, les mots, on les a dit. Hein. Moi, je pense que depuis le décès le 1er août 2023 du président Henri Konan Bédié, on a eu à le dire, on voit toute la présence de l'État aussi à ses côtés. C'est vrai qu'il y a quand même, on a vu que le président avait décrété 10 jours, et on a vu la présence aussi de l'État aux côtés, 10 jours de deuil, je vous l'ai dit, la présence de l'État aux côtés de la famille et la participation même du gouvernement dans ces obsèques-là. C'est vrai que le président avait une autre charge, n'a pas été là, mais ça aurait été encore plus intéressant qu'il soit là, mais ça peut se comprendre vu les agendas. C'est un grand homme qui part. Et moi, je pense qu'on le sent aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Il y a eu des polémiques sur sa vie, que certains, même aujourd'hui, ont pu le dédouaner sur ces questions-là. Donc, je pense que quand même, Bédié a vécu. Il ne va pas à un jeune âge, il va quand même à un certain âge. On pourrait pas espérer mieux, mais on aurait voulu qu'il soit encore là. Mais malheureusement, là, il est parti. Bon, on pleure un grand homme. Madame Boga,
Un mot à l'endroit de la mémoire de feu le président Henri Konan Bédié. Comme je viens de le dire, c'est une grosse perte pour nous, la Côte d'Ivoire. Je dis que son âme repose en paix. Élysée? Oui, ben, c'est des images d'extrême tristesse hein, quand on voit tout ça, de profond recueillement. Moi, ça m'amène en tout cas à une réflexion. La vie, elle est éphémère. Elle est éphémère, c'est pourquoi justement tous les actes qu'on pose au quotidien doivent concourir à parler pour nous après quand on ne sera pas là. La preuve, Bédié n'est pas là aujourd'hui, on parle de Bédié parce qu'il a posé un certain nombre d'actes, qu'on l'ait aimé, qu'on ne l'ait pas aimé. Bédié a dirigé les rênes de ce pays. Il a porté d'une manière ou d'une autre ce pays à un certain niveau. Donc je crois que quand on voit toutes ces images-là, le sentiment qui me vient à l'esprit, vraiment c'est, je le dis sans faux fuyant, c'est un sentiment de reconnaissance. De reconnaissance parce qu'il a été à un moment donné de sa vie chef d'État de cette nation qui a conduit les rênes de ce pays. Et ça, pour ça, je pense qu'il mérite quand même la reconnaissance de la nation. Il mérite la reconnaissance de la nation. Et au-delà de ça, on l'a plusieurs fois dit ici, c'est quelqu'un quand même qui a été un acteur important, je veux dire, dans la vie de ce pays, sur plusieurs aspects, mais surtout sur le plan de la paix. Et pour tous ceux qui me connaissent, je suis fondamentalement et foncièrement attaché à cette notion-là, à cette valeur de paix-là. Et pour moi, les obsèques de Bédié doivent tous nous ramener vers une réflexion commune, celle-là de veiller à tout mettre en œuvre pour que notre pays ne bascule plus dans la violence et dans la guerre, mais qu'elle soit un véritable havre de paix, comme l'a rêvé et l'a prôné Félix Houphouët-Boigny. Maurice Komoué? J'avoue qu'en regardant ces images, j'ai eu la gorge totalement nouée de chagrin, de tristesse, de peine, à l'idée de savoir que ce grand homme d'État, celui-là même qui a servi la Côte d'Ivoire aux côtés du président Houphouët-Boigny et qui a été l'un des acteurs, en n'en point douter, du miracle ivoirien, cet homme-là, nous n'entendrons plus sa voix. Une voix dont il avait lui seul le secret, une voix qui a bercé notre jeunesse et qui a conduit les destinées de ce pays sur la voie de la paix, parce qu'il en avait fait comme son prédécesseur, qui a préparé le chemin avant lui. Il avait fait de la paix, dis-je, son sacerdoce. Les événements qui ont succédé l'après Houphouët l'ont démontré. Et jamais il n'a appelé ni les militants, encore moins les sympathisants du PDCI-RDA, à un quelconque soulèvement contre un ordre établi. Il a toujours privilégié la voie du dialogue qui lui a été enseignée par celui-là même qu'il a formé au jeu politique. Et nous sommes heureux de célébrer un grand homme et de parler toujours de cet homme qui restera gravé dans nos cœurs malgré qu'il ne soit plus là parmi nous et qu'il ait rejoint ses ancêtres et plus précisément le président Houphouët. Vive le président Bédié pour que vive la Côte d'Ivoire. Daouda, on termine avec vous. D'accord, merci beaucoup. Je pense que Aimé Henri Konan Bédié a rejoint sa dernière demeure. Il laisse derrière lui un immense héritage que Tidiane Thiam ainsi que les autres cadres du PDCI ont la lourde charge de pérenniser. L'homme a eu ses hauts et ses bas comme tout le monde. Henri Konan Bédié, comme vous l'avez si bien dit, fut un pilier de notre jeune nation. Sa vision et son dévouement ont façonné notre histoire. Son parcours, une source d'inspiration pour nous tous. Je pense qu'après les pratiquement 2 semaines d'obsèques, où tout le monde a pu parler, des témoignages, en passant par les hommes religieux, les handicapés, les hommes politiques, Charles Blé Goudé, Afi Nguessan, le président Alassane Ouattara lui-même, je pense sincèrement que chacun d'eux doit s'inspirer de son histoire. Et je termine par ce que Maurice Komoué a dit. À un moment donné de la vie, l'homme a été résilient. Il a accepté, au nom de la paix, au nom de la concorde, d'aller de l'avant, de mettre un pas après l'autre. Servons-nous du décès d'Henri Konan Bédié et rendons-lui un dernier hommage. Les élections présidentielles, c'est en 2025. Servons-nous de cela pour ne pas qu'il y ait encore d'autres morts en Côte d'Ivoire. Parce que trop de sang ont coulé en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Sur ce,
Que Dieu bénisse Henri Konan Bédié, que Dieu bénisse le PDCI, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, mais que surtout, que Dieu guide chaque Ivoirien et nous donne la bonne inspiration dans ce combat nouveau que nous allons commencer. C'est sur ces mots que je m'arrête, Christelle. Merci beaucoup, Daouda. Aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur n'oubliera le président Henri Konan Bédié. Son histoire, comme ils l'ont retracé au travers des différents propos que nous avons eus sur ce plateau, tout au long des séries d'hommages, trace et montre la voix d'un homme résilient, un homme de dialogue, un homme pur, un homme de famille, un homme qui aimait sa famille et qui aimait son épouse. La paix, c'est tout ce que nous souhaitons à la Côte d'Ivoire. Adieu, Henri Konan Bédié, et surtout paix. Paix en Côte d'Ivoire et Yako, à maman Henriette Konan Bédié et aux enfants. Que Dieu vous soutienne. On se retrouvera demain pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien. Merci à Yacine Toussou qui nous a fait vivre tous ces événements et au PDG de la boîte Fabrice Awoyon qui a permis à la Côte d'Ivoire de vivre ces moments forts de ses obsèques. Merci et à demain.